Hier, nous avons découvert les rivages ensoleillés du sud de la Martinique. Aujourd'hui, cap à l'ouest pour découvrir une autre facette de l'île, où la nature côtoie des villages chargés d'histoire et des paysages marqués par la mémoire. Cette troisième journée débutera au cœur de la végétation luxuriante du jardin de la montagne. Nous passerons ensuite par Fort-de-France, la capitale, avant de rejoindre Schoelcher pour une pause gourmande au bord de la mer. Puis direction Casse-Pilote, avant de conclure cette journée à Saint-Pierre, autrefois surnommé le Petit Paris des Antilles, à jamais marqué par l'éruption de 1902. C'est parti. Mais avant de plonger dans ce nouvel épisode, pensez à liker, commenter et vous abonner. Nous arrivons au jardin de la montagne, un véritable sanctuaire de verdure, loin du tumulte des plages touristiques. Niché sur les hauteurs de l'île, ce lieu nous offre une immersion totale dans la luxuriance tropicale qui fait la réputation de l'île aux fleurs. Nous marchons dans les allées sinueuses qui nous guident à travers plus de 200 espèces de plantes tropicales. Les immenses feuilles de bananier nous surplombent, tandis que les héliconias déploient leurs fleurs flamboyantes comme des oiseaux de paradis. L'humidité qui règne ici permet à d'extraordinaires orchidées de s'épanouir, accrochées aux troncs d'arbres centenaires. Ce jardin n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est une expérience sensorielle complète. Les parfums enivrants des fleurs se mêlent aux effluves terreuses de l'humus, tandis que le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles composent la bande-son de notre promenade. À chaque détour, des points de vue aménagés nous offrent des perspectives sur les paysages environnants, entre mer et morne. Ces panoramas nous rappellent que nous sommes au cœur d'un territoire façonné par les forces volcaniques, où la nature a repris ses droits avec une vigueur incomparable. Le jardin de la montagne est aussi un lieu d'apprentissage où nous découvrons des plantes médicinales utilisées dans la pharmacopée traditionnelle créole, transmise de génération en génération. Des étiquettes discrètes nous révèlent les noms et usages de ces trésors botaniques, témoins vivants du savoir ancestral martiniquais. Ressourcés par cette parenthèse de verdure et d'authenticité, nous quittons ce sanctuaire végétal pour poursuivre notre route vers Saint-Esprit, emportant avec nous le souvenir de cette symphonie verdoyante, prélude parfait à notre journée d'exploration de la côte ouest. Après notre immersion dans la végétation luxuriante du jardin de la montagne, nous faisons un rapide détour par Saint-Esprit, une petite commune chargée d'histoire, située au cœur de la Martinique. Fondée au milieu du XVIIIe siècle, Saint-Esprit était autrefois appelé bourg des coulisses, en raison des gouttières qui acheminaient la canne à sucre des mornes jusqu'au moulin du bourg. L'hôtel de ville, construit en 1924, témoigne de l'âge d'or de la commune. Son architecture post-art nouveau est caractéristique de l'époque où Saint-Esprit était un important centre administratif et culturel du sud de l'île. L'église abrite un trésor insolite, une cloche russe de 790 kg, surnommée la Sébastopol. Rapportée après la guerre de Crimée en 1856, elle provient d'une église de la ville de Sébastopol
et portent des inscriptions en cyrillique. Une rencontre étonnante entre la Martinique et la Russie impériale. La statue de l'esclave libéré commémore l'abolition de l'esclavage de 1848, mais rappelle aussi les événements tragiques de la révolte du Sud en 1870, qui a embrasé la région suite à l'injuste condamnation de Léopold de Lubin. Faute de temps, nous ne nous attardons pas davantage dans cette commune et prenons la direction de Fort-de-France, la capitale de l'île, pour poursuivre notre exploration de la côte ouest martiniquaise, qui doit son nom à son important fort Saint-Louis, construit à partir de 1638 pour protéger la baie des attaques ennemies. Son port en eau profonde accueille régulièrement d'imposants paquebots de croisière, faisant de Fort-de-France une escale prisée dans les Caraïbes et une porte d'entrée majeure vers l'île. La ville, quant à elle, nous dévoile ses trésors architecturaux. La majestueuse bibliothèque Schœlcher, au style byzantin et hindou. La cathédrale Saint-Louis avec sa structure métallique conçue par Gustave Eiffel, et des rues et bâtiments pittoresques. Cette brève incursion dans la capitale nous donne juste un aperçu de sa richesse culturelle. Il est temps pour nous de poursuivre notre route vers Schœlcher, commune voisine nommée en hommage à l'abolitionniste Victor Schœlcher, pour une pause bien méritée au bord de la mer. Le village est principalement connu pour son rôle déterminant dans l'abolition définitive de l'esclavage en France et dans ses colonies. En tant que sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies en 1848, durant la Seconde République française, il a rédigé et fait adopter le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. C'est sur la magnifique plage de Cazenavire que nous faisons halte pour déjeuner, presque les pieds dans l'eau. L'endroit parfait pour recharger nos batteries, avant de poursuivre notre exploration de la côte Caraïbe. Au menu, des spécialités locales qui font la réputation de la cuisine martiniquaise, acras de morue, poisson grillé accompagné de riz, le tout savouré face à l'océan. Un vrai régal pour les papilles. Et voici un invité surprise, une averse tropicale s'invite à notre repas. Heureusement, nous sommes bien abrités et pouvons profiter du spectacle que nous offre la pluie sur la mer. Nous sommes rejoints par un groupe revenant d'une excursion en catamaran, leur sourire témoignant des merveilles qu'ils ont pu observer dans les eaux cristallines. Et comme on dit, après la pluie, vient le beau temps. C'est typique de la Martinique. Les précipitations sont intenses, mais ne durent jamais longtemps.
Le soleil est déjà de retour, illuminant à nouveau la baie de ses rayons chaleureux. Revigorés par ce repas et ce moment de détente, nous reprenons la route vers le nord pour découvrir d'autres joyaux de la côte Caraïbe. Nous faisons halte à Casse-Pilote, l'un des plus anciens villages de la Martinique, fondé dès 1635 par les premiers colons français. Son église Notre-Dame de l'Assomption, construite en 1760, est l'une des plus anciennes de l'île. Sa façade de pierre volcanique témoigne de l'architecture coloniale et de l'influence des bâtisseurs de l'époque. Ce petit village de pêcheurs a su préserver son authenticité avec ses maisons créoles colorées et son front de mer paisible. Ici, nous avons même le plaisir d'observer des pêcheurs en train de fabriquer leurs filets. Chaque geste est précis, méthodique, transmis de génération en génération. Un véritable savoir-faire ancestral. C'est tout un art qui se dévoile sous nos yeux, celui de la pêche artisanale martiniquaise. Le petit port abrite leurs embarcations traditionnelles. Autrefois taillées dans un tronc d'arbre, ces barques sont aujourd'hui construites en bois assemblé, mais gardent leur silhouette caractéristique. Parfaitement adaptées aux eaux caribéennes, elles incarnent un précieux héritage maritime. Casse-Pilote nous offre un moment suspendu dans le temps, comme un écho à la Martinique d'autrefois, celle que l'on découvre derrière les cartes postales. Nous voici enfin à Saint-Pierre, ville au destin exceptionnel, qui incarne toute la grandeur et la tragédie de l'histoire martiniquaise. Avant 1902, Saint-Pierre était surnommé le Petit Paris des Antilles, une cité élégante et raffinée de 30 000 habitants, capitale culturelle et économique de la Martinique. Ses rues pavées accueillaient théâtres, bibliothèques et une haute société coloniale qui rivalisait de luxe et de sophistication. Mais le 8 mai 1902, en quelques minutes à peine, tout a basculé. La montagne Pelée, ce volcan qui domine la ville et que beaucoup croyaient endormi, s'est réveillé avec une violence inouïe. Une nuée ardente, un mélange mortel de gaz brûlants et de cendres, a déferlé sur la ville. En moins de 3 minutes, Saint-Pierre fut anéanti. Sur les 30 000 habitants, seules 2 personnes survécurent miraculeusement, Louis-Auguste Sipari, un prisonnier protégé par l'épaisseur des murs de sa cellule, et Léon Compère-Léandre, cordonnier qui vivait à la périphérie de la ville. Cette catastrophe, l'une des plus meurtrières du XXe siècle, changea à jamais le visage de la Martinique. Fort-de-France devint la nouvelle capitale, et Saint-Pierre resta longtemps une ville fantôme. Aujourd'hui, en parcourant ces ruines, nous marchons dans les traces de cette histoire. Le centre de découverte des sciences de la Terre nous permet de comprendre la puissance destructrice de l'éruption. Les vestiges du théâtre, des entrepôts, de la prison où survécut Sipari, tous racontent cette tragédie qui figea la ville dans le temps. Saint-Pierre renaît lentement, mais conserve ses cicatrices. Les pierres noircies témoignent encore de l'intensité de la catastrophe, et la nouvelle ville, reconstruite partiellement sur les ruines de l'ancienne, n'a jamais retrouvé sa splendeur d'antan. Face à la mer des Caraïbes, sous l'ombre toujours présente de la montagne Pelée, Saint-Pierre nous offre une leçon d'humilité. Elle nous rappelle la puissance des forces naturelles et la fragilité de nos civilisations, mais aussi la capacité de l'homme à se relever des pires catastrophes.
alors que le soleil se couche sur Saint-Pierre et que les ombres s'allongent sur ces ruines chargées d'histoire, notre voyage le long de la côte ouest touche à sa fin. Des rues colorées de Saint-Esprit, aux vestiges poignants de la Pompéi des Caraïbes, nous avons traversé ensemble l'âme de cette Martinique qui ne cesse de nous surprendre. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans le sud sauvage de l'île, là où la nature règne en maître. De la plage des Salines, souvent classée parmi les plus belles au monde, au paysage lunaire de la savane des pétrifications. Ne manquez pas nos prochains épisodes. Rejoignez-nous en vous abonnant dès maintenant et en activant la cloche. À bientôt pour de nouvelles découvertes.